Donc voilà, donc le webinaire d'aujourd'hui, ça a pour but en fait de vraiment voir comment on peut être plus efficace ensemble au niveau en matière de réemploi. Parce qu'aujourd'hui, sait tous que c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. C'est quelque chose qui a commencé il y a quelques années et qui peut être parfois source de déception. On va en reparler. Donc, comment on peut accélérer, faciliter et rendre possible en fait le réemploi et l'économie circulaire en général. Et notamment, je vais le faire sous l'angle en fait d'une ville urbaine qu'on a lancée fin 2023, donc il y a près de 2 ans, avec donc, un certain nombre de partenaires, l'Union sociale pour l'habitat, Life France, qui est en gros on va dire l'association des foncières privées en France, Psychlia pour la plateforme, et puis plus récemment, nous avons rejoint Valobat et Ecominéraux, qui sont des éco-organismes de la REP bâtiment, dite REP PMCB. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, nous-mêmes, après avoir été voilà, très avant-gardistes en matière d'économie circulaire, il y a 18 ans aujourd'hui, euh, on s'est rendu compte il y a fort longtemps, il y a une dizaine d'années, que si justement on n'avait pas des données bien qualifiées, si on ne gérait pas toute cette complexité de données et d'acteurs, ça serait très compliqué d'avoir des modèles économiques rentables et de pouvoir vraiment avoir un impact positif en termes de décarbonation, régénération des ressources. Donc, on a développé une plateforme qui est aujourd'hui, à ma connaissance, en fait, unique au monde et qui permet justement de pouvoir gérer des mines urbaines dont on a largement parlé aujourd'hui, un peu partout dans le monde. Donc, en France, ça s'appelle PIRE pour plateforme interacteur du réemploi. Le Greater London Authority, donc le Grand Londres, en fait, utilise son équivalent, ça s'appelle Robus. On a développé aussi une urbaine pour l'exposition universelle 2025 d'Osaka, qui vient de se terminer là, ces derniers jours. Donc là, c'est plus une mini-urbaine entre guillemets provisoire par rapport à Pierre et Romulus qui sont pérennes. Et on est en train de lancer une mini-urbaine donc à Singapour. Donc justement, on va le voir pour faire en sorte que les ressources ne deviennent pas des déchets. Ça s'appuie sur une notion de passeport numérique produit. C'est une notion qu'on a inventée une dizaine d'années, qu'aujourd'hui, qui est un standard européen, à travers ce qu'on appelle Digital Product Passport, au titre de la loi européenne ESPR de juin 2024, qui est extrêmement importante, on le verra un petit peu après, justement, pour alimenter l'IA de la mine urbaine. Et évidemment, il ne faut pas se contenter, vous le savez, en fait, uniquement de pouvoir caractériser et réemployer ou upcycler au maximum ce qui sort d'une opération. Il faut aussi derrière voilà, rentrer dans un mode de construction circulaire, donc avec des produits Cradle to Cradle, avec un design de type BAM, Building as Material Bank, c'est-à-dire construire des bâtiments comme des banques de matériaux, et de pouvoir finalement calculer des indicateurs financiers, extra-financiers en un clic. Donc, il y a eu de la polémique autour de la CSRD, le MIF administratif, etc. Ben, si en fait on a juste en appuyant les informations en un clic, on a directement l'information, ben là ça nous permet de gérer nos projets et de s'éviter toute complexité administrative en fonction des rapports. Donc ça, c'est globalement ce qui en est et ce qu'on fait avec des bailleurs privés publics en France et à l'étranger. Et je voulais aborder, mais avec aussi avec votre regard, vos échanges, vos besoins, le réemploi. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate sur le terrain, je ne sais pas vous, mais il y a pas mal de désillusions autour du réemploi. Il y a beaucoup de gens qui disent, ben voilà, ça ne marche pas bien, les produits sont en mauvais état, ça coûte trop cher, ça prend du temps, il y a des risques assurantiels, etc., où on dépose des produits. Parfois, il faut stocker, on ne sait pas où stocker, chez qui stocker. Même les places de marché qui faisaient un petit peu ce travail-là, en fait, en tout cas en France, ferment les unes après les autres. Voilà, les responsables projets qui sont sur le terrain, qui sont ceux d'où sortent les produits et qui peuvent être intéressés par du réemploi in situ ou ex situ dans le contrat patrimonial, sont vraiment motivés, voire même formés. C'est un processus qui est souvent trop artisanal, donc ça demande du temps et ça induit des surcoûts. Les pilotes qui ont été faits, bon, il y a eu quelques petits trucs qui ont été réemployés, mais on est loin en fait d'une approche industrielle. En plus, c'est pas obligatoire. Alors, en France, on a le cycle PEMD, mais ça dit qu'il faut faire le diag, ça dit pas forcément qu'il faut faire le réemploi. Enfin, en gros, c'est compliqué et ça marche pas très bien. Et c'est un peu, même pour les plus motivés d'entre nous, parfois un peu en fait démotivant. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, on a une approche justement qui est très artisanale. Ça, c'est ce que nous, on a identifié il y a plusieurs années. C'est que qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ces choses qui sont une part de vérité.
Déjà, c'est qu'il faut pouvoir faire du réemploi, il faut avoir une grande combinatoire, un grand volume de ressources. Il nous faut des gisements de ressources, il nous faut des gisements de diagnostic PMD, il nous faut beaucoup de gisements pour augmenter les chances de faire matcher finalement l'offre et la demande en réemploi. Il faut qu'on ait des données de qualité. Le nombre de fois où des bailleurs sociaux ou privés nous ont dit bon, on a récolté des diagnostics PMD, mais honnêtement, c'est pas terrible. Eux-mêmes ne sont pas très satisfaits. Et moi, j'en ai vu passer des tonnes, mais il n'y a même pas de photos. Les quantités sont approximatives. C'est des rapports PDF qui sont juste bons pour être envoyés au CSTB sous forme de CERFA. On répond entre guillemets à un besoin administratif sans pour autant se dire que cette donnée-là, s'il y a une continuité de cette donnée-là, on peut en faire quelque chose et ça peut nous aider à répondre à un marché du réemploi. Et donc, justement, il faut un marché. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de gens qui ont des besoins, alors réemploi, en matière première, secondaire. Ça peut être des architectes qui veulent faire du réemploi, ça peut être des reconditionneurs, ça peut être des fabricants qui veulent upcycler des matières premières secondaires quand on peut faire du réemploi brut. Donc, il nous faut vraiment en fait avoir de la donnée, des acteurs et qui travaillent bien et de manière articulée entre eux. C'est-à-dire s'il y a un chargé de projet qui ne s'intéresse pas au réemploi, ça va être compliqué pour les prestataires qui travaillent pour lui de réemployer parce qu'il n'est pas très motivé. Si un fabricant ne sait pas qu'éventuellement je peux récupérer de l'aluminium, du plâtre, ou qu'un reconditionneur peut récupérer peut-être les toilettes usagées pour les reconditionner. Si je n'ai pas identifié qui fait quoi finalement et comment tous ces acteurs-là s'alignent, on travaille un petit peu, je dirais, de manière artisanale, avec son petit réseau, avec son téléphone et son email, alors même qu'il existe peut-être sur le territoire des gens extrêmement intéressants, des transformateurs, des filières qui sont peut-être disponibles, dont je n'ai pas connaissance. Donc, l'idée, c'est d'avoir finalement toutes ces données-là, des données de qualité, aussi bien au niveau des acteurs qu'au niveau des ressources, et de les concentrer. Les concentrer au sein d'une mine urbaine. La mine urbaine, finalement, c'est la somme de tout ce qui caractérise un territoire plus ou moins étendu, et avec les données qui caractérisent aussi bien les ressources que les acteurs. Donc, et puis aussi, une fois qu'on a tout ça, là pour le coup, c'est bien d'avoir la data, même si cette qualité, on peut être éventuellement dépassé par son volume. Donc, il faut être capable de gérer cette complexité, notamment d'avoir une IA qui puisse permettre de connecter gisement, besoin de la manière la plus automatique possible et qui puisse m'avertir, moi, si j'ai un gisement pour lequel je cherche preneur ou au contraire, j'ai un besoin pour lequel je cherche un gisement, que tous les jours, je sois un petit peu alerté de ce qui a matché par rapport à mon besoin, par rapport à mon gisement. Donc, et bien sûr, il faut aussi que le plus possible, comme je disais précédemment, tout ça puisse donner lieu à des indicateurs que je puisse calculer en temps réel, qui soient calculés en temps réel, pour m'éviter tout travail supplémentaire. Donc l'idée, c'est d'aligner finalement les data, les acteurs dans une espèce de continuité digitale avec un processus associé qui permette de pouvoir répondre à des tas de besoins, que je sois constructeur, que je sois AMO réemploi, maître d'œuvre, bureau d'études, ou je sois maître d'ouvrage public, bailleur privé, bailleur public, etc. Faire en sorte qu'on se connecte tous et qu'une mini urbaine puisse nous aider, c'est tout l'objet de la présentation aujourd'hui, de manière, en fait, c'est ce qu'on crée ensemble de la valeur à moindre effort. Donc, ça demande en fait un processus digital. Ça demande en fait de bien savoir qui fait quoi, avec quel type de données de bonne qualité, et qu'une IA nous assiste en fait dans cet effort collectif. C'est l'objet de la mini urbaine Pirée. Donc, Pirée, c'est comme j'ai dit, une initiative qui a été lancée fin 2023, fin début 2024, donc les choses commencent à se mettre en place. Avec du coup une offre, une demande centralisée, abondante, des milliers d'acteurs, des logisticiens. Et on a rajouté plus récemment, on est encore en train de travailler, j'en dirai deux mots tout à l'heure, une IA pour permettre finalement de faciliter la connexion entre l'offreur et le repreneur, avec les indicateurs calculés en temps réel, etc. Je ne rentre pas plus dans le détail. Je vous ferai une petite démo, mais l'idée, c'est surtout de voir et de vous donner une idée de ce que ça peut apporter à chacun d'entre nous. Donc, le mode de fonctionnement, pour ceux qui ne connaissent pas encore Pirée, ça reprend ce que je disais précédemment. Donc, des gisements PEMD qui sont importés en masse avec les photos, des documents, par les propriétaires, ce qu'on appelle nous le propriétaire de la ressource, qui peut être un bailleur public, un bailleur privé, une collectivité, etc. Peut-être une entreprise de construction, si elle a une ligne urbaine intra-chantier, possible aussi. Ce qui caractérise en fait ces gisements-là, c'est que tout en fait de diag, il doit être dans un certain format Excel,
On a des partenariats avec des outils comme Diagit ou Akibo qui sortent des formats Excel compatibles avec la plateforme Piré. Et ce qui caractérise aussi cet Excel-là, c'est qu'en face de chaque produit qu'on a, que le diagnostiqueur a répertorié, c'est d'y associer ce qu'on appelle le passeport numérique produit associé au produit qui a été inventorié. Ça, c'est important parce que ça va nourrir l'IA et ça va caractériser du point de vue environnemental et santé, donc le produit en question. Donc on a une librairie de plus de 16 000 passeports numériques produits qui est disponible gratuitement. Je vous montrerai tout à l'heure comment, si vous n'êtes pas familier. Et il suffit de faire un copier-coller de l'identifiant du passeport qui correspond au produit dans mon fichier Excel pour du coup caractériser donc, le produit avec son passeport. Et c'est ça qui va permettre en fait de pouvoir commencer à avoir la brique de base qui va permettre de nourrir l'IA et qui va permettre en fait de pouvoir nous rendre plus efficace dans notre processus de réemploi et d'économie circulaire. Donc ça, c'est la partie offre. La partie demande, justement, elle vient des repreneurs de toute nature. Ça peut être les architectes qui veulent faire des produits non employés. Ça peut être des AMO réemploi qui travaillent pour le compte, des propriétaires de ressources, d'ailleurs, par exemple, pour faciliter le réemploi in situ ou ex situ. Ça peut être des entreprises, ça peut être des reconditionneurs, des gens qui vont réparer des planchers techniques, des sanitaires, des équipements techniques qui vont les reconditionner et ensuite les remettre sur le marché. Ça peut être les fabricants eux-mêmes qui, eux, vont être moins intéressés par leur emploi que par la matière première et secondaire parce qu'on n'a pas trouvé soit le produit trop abîmé pour pas être réemployé, soit voilà, il y a quelqu'un qui est très intéressé par récupérer, comme je disais tout à l'heure, du verre plat, soit des Saint-Gobain, des AGC Glace, de l'aluminium, du plâtre, du béton, que ce soit Cemex, soit Heidelberg, du PVC, de la moquette, voilà, donc de plus en plus de fabricants qui sont membres de Pirée, et donc eux constituent le marché. Donc le marché du réemploi, le marché de la matière secondaire. Parce qu'on me pose souvent la question, mais du coup, qu'est-ce qui se parle le plus, qu'est-ce qui est le plus réemployé? Je dis, mais ça n'a pas de sens cette question-là. Ça a un sens théorique, mais ce qui compte, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si j'ai un produit qui est peut-être extrêmement rare, enfin, qui est généralement peu réemployé, mais que j'ai un marché local pour ce produit-là, ben, le réemploi va se faire. Si j'ai un produit qui normalement est très réemployé, mais que je n'ai pas le marché local, si je n'ai pas le besoin qui est exprimé, ça ne se fera pas. Donc, on est vraiment dans une approche client-fournisseur ou fleur-demandeur qui représente la réalité d'une offre et la réalité d'une demande. Point aussi intéressant qu'on nous avait demandé, qu'on a inclus, c'est qu'on a un module qui s'appelle NOAA, qui permet aussi, qui est accessible depuis Pirée. Et NOAA, c'est un petit peu, pour ceux qui connaissent, l'ILIGO du réemploi. L'ILIGO, ça permet de pouvoir être de mettre à place de marché où j'ai plein d'offres de billets d'avion, et puis je compare, et puis ensuite je suis redirigé vers la compagnie aérienne. Là, c'est pareil. On a un certain nombre de places de marché, de plateformes en fait partenaires, dont les produits sont disponibles via NOAA dans Pirée. Et si vous choisissez ces produits-là, tous ceux qui sont disponibles ici, vous serez redirigé pour finir votre transaction sur le revendeur. Donc vraiment, l'idée, c'est de centraliser un maximum de données pour éviter de plein de plateformes, qui existent de moins en moins, de passer des coups de fil ou des emails à gauche et à droite. Une fois qu'on a tout ça, qu'on a tout concentré, qu'on a les données sont caractérisées au niveau acteur, au niveau ressources, là, l'IA peut jouer un rôle intéressant. Et elle permet, notamment en s'appuyant sur les passeports, mais pas que, je vous montrerai un petit peu l'état de nos recherches aujourd'hui, permet de pouvoir connecter l'offre et la demande. Et nous, on a des écosystèmes comme ça de réemploi depuis 10 ans aujourd'hui, enfin, un peu moins, parce que l'offre, la plateforme n'a pas commencé à fonctionner il y a 10 ans, c'est en 2019, donc depuis 6 ans. On a des milliers d'écosystèmes qui vont nourrir aussi donc l'IA pour faire de l'apprentissage. Mais je vous en dirai deux mots, en fait, il faut beaucoup plus de données que quelques milliers de données pour faire de l'apprentissage dans notre domaine, en général dans l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'un écosystème est créé, bah, du coup, en un clic, on connaît ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, le bilan de déchets, puisqu'en fait, j'ai les quantités, j'ai les passeports numériques qui caractérisent, par exemple, le CO2, donc j'ai le CO2 évité, j'ai les tonnages, tout est converti en kilos de déchets évités. Là aussi, j'ai l'information au niveau de l'eau qui est utilisée pour la fabrication de produits, donc tout ce que je peux éviter de consommation d'eau quand je le réemploie, on le calcule également en un clic, parce qu'on a toutes les informations, et le bilan économique de l'écosystème. En fait, l'idée, c'est que finalement, on rentre dans un marché un petit peu de la seconde main, si je puis dire, et qu'au minimum, un produit soit éventuellement compensé par l'acheteur,
si je dois par exemple le déposer, le transporter, le stocker, ou peut-être même qu'il soit source de revenus, et on verra qu'il y a de belles sources d'écoute de revenus dans l'économie de revenus, ce que je donne comme exemple. Et tout ça, c'est remonté en fait évidemment de manière plus globale dans un tableau de bord, un reporting, qui permet donc de pouvoir voir par année, par type de produit, par chantier, parce d'agréger finalement ces données-là par projet et par année. Et c'est remonté aujourd'hui, donc c'est avec le partenariat maintenant qu'on a avec les éco-organismes de la REP, c'est remonté, ça peut être déclaré auprès des co-minéraux de Vallobat pour justement en fait répondre à leur demande. Alors c'est intéressant, juste pour vous donner une idée, Vallobat, ils ont une offre en fait qui s'appelle Eurotone, c'est-à-dire chaque fois que vous trouvez des écosystèmes de réemploi avec le tonnage associé, ben, ça donne lieu en fait à des euros. Donc 5 euros la tonne, c'est les chiffres actuels, mais ça va augmenter, 5 euros la tonne quand il s'agit de matières inertes et jusqu'à 45 euros quand c'est des matériaux dits de catégorie 2. Donc, Ecominero finance des chantiers et demande que les données soient déclarées dans l'Empire. Vous voyez, donc il y a une espèce de verticalisation qui part du Jack PMD qui va être de très très bonne qualité pour que derrière l'IA puisse en faire quelque chose par rapport à un marché qui aura déclaré probablement ses besoins, jusqu'à être ensuite déclaré ou utilisé en termes de statistiques pour du reporting à travers la plateforme. Voilà. Ça, c'est un petit aperçu rapide des stats. J'ai pris juste les stats de janvier-octobre 2025. Donc, il y a 300 organisations qui sont membres, il y a plus de 700 comptes utilisateurs, un certain nombre de sites qui sont gérés, un certain nombre de DIA qui sont encore actifs, avec près de 8000 gisements qui représentent chacun évidemment plusieurs produits, donc sans doute des dizaines de milliers de produits, des besoins en fait et des écosystèmes qui sont encore en cours, donc environ une centaine pour faire leur réemploi, ce qui donne lieu en fait voilà, à des volumes d'échivité, de CO2, etc., qui sont agrégés, qui sont disponibles à travers le module reporting dont je parlais précédemment. Et vous voyez qu'en fait, environ 45 000 euros, ces chiffres ont peut-être dû évoluer, qui ont été faits depuis, de bénéfices qui ont été générés depuis janvier. Voilà. Ça, c'est juste pour vous montrer, j'irai sur la plateforme pour vous montrer plus précisément, sur la France. Donc, voilà. Chaque point ici, ça correspond en fait à un chantier, avec pour chacun des chantiers, on aurait les types de produits qui le constituent, les états d'usure, démontabilité, etc. On peut les voir, on peut créer des besoins si on est intéressé par cette faïence-là, en telle quantité, à telle date, en tel état. Et c'est là où il y a la correspondance entre l'offre et la demande. Et là, vous avez un petit zoom en fait qui vous montre donc les hubs principaux en matière de régionaux. Pas très étonnant que ce soit Lyon, Marseille, Paris, Bordeaux. Mais bon, encore une fois, ça dépend des ventes. Alors, je voudrais maintenant rentrer dans le processus pour être plus concret, dans le processus digital. Donc là, on revient sur, si vous vous souvenez bien, des gens qui vont donc, importer des gisements PFD et puis des repreneurs qui vont déclarer des besoins. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà. Donc là, je suis sur Pirée. Je suis sur Pirée. Là, on voit en fait, par exemple, tous les gisements qui ont été déclarés. Et si je vais sur un gisement, comme tout à l'heure aussi, par exemple, qui se présentait Héros Logement. Donc, on va avoir le détail, on va avoir la banque d'accueil avec la photo correspondante. Voilà, des choses que vous invitez. Et puis, je pourrais donc, voyant le gisement, donc, vous voyez, j'ai le passeport générique qui est associé au moment d'import, qui est mis dans le diagnostic au format Excel dans le propre diagnostic PMD. Je vais avoir évidemment la localisation, je vais avoir la disponibilité, les fins de disponibilité, si le produit est jugé neuf ou pas, employable ou pas, avec éventuellement des photos complémentaires. Donc, c'est ça qui sera en fait utilisé par celui qui a éventuellement un besoin pour faisant des recherches cartographiques par catégorie, par disponibilité, par site, éventuellement par état d'usure, etc. Donc, je n'ai pas des codes neufs, donc permettra de pouvoir faire son permettra de faire son détail, non pertinent peut-être pas rentré. Ça nous permettra de pouvoir faire en fait notre sélection. Et donc de pouvoir créer du besoin. Oui. Donc là, on pourra effectivement dire, ben voilà, j'ai sur le radiateur en fond sur lequel j'ai créé, il y a 84 pièces disponibles. Voilà, ben, je vais créer mon besoin de
de radiateurs, donc je donne mon besoin, je vais prendre des premiers qui passent. Premier, donc j'aurai préalablement dans un répertoire défini où est-ce que ça va, quel est le nom du site, le référent et l'usine ici, par exemple, qui est intéressée. Donc là, finalement, le site récepteur, la quantité requise, si je veux, de radiateurs précisément, je suis flexible, date précise, aujourd'hui et puis 18, éventuellement en disant si je veux en l'état, au contraire, je veux en état de fonctionnement, etc. Donc, je peux en fait expliquer, caractériser mon gisement sur les protections, le genre de choses, sur les conditions financières éventuellement. Et ça, toutes ces informations-là vont venir nourrir l'IA, les algorithmes en fait, pour faire des propositions les plus justes possibles. Donc là, je ne sauvegarde pas, mais ça va vous montrer un petit peu comment ça marche, la création de besoins. Je peux aussi créer un besoin en passant non pas par en allant dans la cartographie pour faire une recherche, mais au niveau d'un passeport. C'est-à-dire, je peux dire en fait, je cherche, par exemple, si je cherche, je sais pas, une moquette d'une marque précise. Voilà, peut-être que je veux cette moquette-là de parquet, qui est pas forcément, je ne sais pas si elle est forcément dans le stock des gisements disponibles, mais c'est cette moquette-là que je recherche. Et je peux aussi créer ce qu'on appelle, passer par ce qu'on appelle des passeports dits génériques, qui sont surtout utilisés quand on fait le réemploi, parce qu'on a rarement on va dire, on a rarement la référence du fabricant du produit. Donc, on a à peu près 1500 passeports génériques avec des données environnementales par défaut, qui sont issus de l'ADEME, de l'INES, etc., qui permettent en fait de pouvoir créer de faire une recherche par rapport à des poutres en bois massifs, quelle que soit la référence, quelle que soit la marque, et ça va matcher, quel que soit, même si je n'ai pas un passeport qui correspond à une marque de poutre en bois massif donnée. Oui. Donc, recherche soit ciblée sur un produit que j'ai trouvé en faisant ma recherche, soit passant par le passeport, si je cherche des produits plus génériques ou des produits spécifiques dont je ne sais pas s'ils sont dans la base ou pas. Donc, il y a plusieurs demandes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, je vois à la fois ce qui a été rentré dans Piré, mais je peux voir aussi tous les autres gisements qui ont été déclarés donc, par d'autres mines urbaines qui ont déclaré leur gisement public et qui ne sont pas forcément avec des membres qui ne sont pas forcément empirés. Par exemple, ici, là, je parlais tout à l'heure ici, par exemple, vous avez toute la Société publique des écoles de Marseille, la SPEN, qui est en train de rénover quelques 100 écoles sur 10 ans. Oui, ils ont commencé le travail, donc on va trouver sur différentes écoles, même chose, ce qui est disponible. Et donc, je peux aussi avoir accès, au-delà de Pirée, des gisements publics qui sont partagés par d'autres mines urbaines qui peuvent faire des passerelles entre ces mines urbaines-là. Et dernière chose qui est intéressante, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a également donc, des gisements qui sont en fait qui sont disponibles à travers donc, le module NOAA. On le connaît parce qu'il y a un petit aide. Voilà, donc là, vous avez les entrepôts, on va dire, ou les sites, ou les adresses qui correspondent à des revendeurs qui proposent en fait des produits. On a à peu près 2000 ou 3000 produits qui sont proposés par des revendeurs partenaires. Donc, là, par exemple, ici, j'ai une moquette. Là, si je suis intéressé, je vais les voir sur Noix, ça me donne plus d'informations. Si j'ai Composite, donc là, on est à Bruxelles. Et du coup, si je suis intéressé par ça, je vais en fait être redirigé vers le site du revendeur pour terminer en fait ma transaction. L'avantage, c'est que je peux aussi faire de la comparaison. J'ai différents types de moquettes que j'ai sélectionnées précédemment, ce qui me permet, en fait, si je regarde par rapport à entre là où je suis moi, où je recherche par rapport à la localisation, si je cherche 200 mètres carrés de moquette, puisque là, c'est ce qu'on propose ici. Je vais faire d'un moins si je veux vraiment comparer. Comme ils sont associés à des passeports numériques produits, je vais aussi savoir où la distance, évidemment, qui va varier selon que je sois proche de Paris ou comme Composite, par exemple, les données. Je vais voir aussi les tonnes de CO2, d'eau préservée ou déchets évités. Et ça me permettra du coup de choisir plutôt celui-ci ou plutôt celui-là. Et là, j'irai en fait à cet autre revendeur si je suis intéressé plutôt par celui-ci que par celui-là. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est que la donnée, quand elle est partagée entre différents acteurs, plus elle est nombreuse, plus elle permettra en fait de pouvoir augmenter les chances de vente.
Alors, je fais une petite pause là pour répondre à des questions qui sont posées par Jean-Charles, notamment, qui dit le diac PMD ne permet pas d'avoir de la donnée fiable, tous les logements ne sont pas visités, une estimation de pourcentage de remploi par matériau est fait par le diagnostiqueur. Seul un SAFAT récollement fiable permet d'avoir de vraies données pour alimenter la plateforme. Non, n'est-ce pas? Alors oui, non, c'est-à-dire que le formulaire de récollement, c'est ce qui se passera effectivement une fois que le réemploi aura eu lieu. Donc on dira, ben voilà, c'est la conclusion finalement de l'opération de réemploi. Et là, on pourra dire, voilà ce qui s'est passé effectivement. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui se passe en amont. Donc justement, au niveau du diac PEMD. Et là, si on parle de formulaire SAFA, il y a aussi un formulaire SAFA qui est envoyé, mais qui est envoyé, mais qui a à voir avec le diac PEMD. Or là, c'est là où j'insistais, il faut avoir une information fiable. Donc, si effectivement vous avez des diagnostiqueurs qui disent, ben, en gros, moi j'ai visité 3 logements et puis je considère qu'ils se ressemblent tous, alors c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, je ne sais pas. S'ils ne prennent pas de photos, s'il n'y a pas une étude préalable sur les plans, préparation finalement de la visite, alors oui, on aura un diagnostic PMD qui sera de mauvaise qualité. Mais il y a des énormes différences, parce que nous, on en reçoit des tas, on intègre beaucoup le diag PMD, on en fait nous-mêmes, mais il y en a beaucoup qui viennent en fait des partenaires, enfin en tout cas des partenaires diagnostiqueurs de nos bailleurs, par exemple, membres. On voit de tout, hein. Il y en a qui n'ont pas de photos, il y en a qui n'ont même pas en tout cas, en faux, de manière évidente. Il y en a où il n'y a même pas forcément les quantités. Donc, la sélection du bon diagnostiqueur, c'est majeur, puisque c'est la donnée qui va entrer dans tout le processus digital. Donc, on a, au titre de Pierret, justement, on a, si vous voulez, un portail qui permet justement d'aider les chargés de projet à pouvoir trouver des clauses. Bon, là, vous avez le format du tableau Excel de sortie, mais des clauses, de dire comment faire un bon inventaire, quelles sont les clauses qu'il faut mettre dans nos CSTP pour trouver les bons diagnostiqueurs, etc. Vous avez des clauses pour les maîtrises d'œuvre des constructions, les maîtrises de la construction. Donc, un outil seul, une mini seul ne suffit pas. Il faut distribuer les rôles aux bonnes personnes et il faut avoir le processus et les clauses qui permettent petit à petit d'aider tous les acteurs, en commençant par les acteurs de qualité avec des formats de sortie de qualité. Dans le marché, donc toujours Jean-Charles, donc dans le marché du diag PMD, il faut donc obliger diagnostiqueur à fournir le format pour alimenter la plateforme Pirate. C'est un petit peu ce que je disais précédemment. Bon, maintenant, refuser des formats qui ne sont pas digitaux, pas digitalement, donc des formats PDF, ça n'a aucun intérêt. Surtout que même dans les CERFA, on met des tableaux, des formats qui ne fournissent pas des tableaux Excel en plus du rapport PMD. Et du coup, en fait, on a ici un tableau, donc un modèle Excel qui est très simple. Là. Si j'y vais, il n'y a rien de sorcier. Ça va être la liste des produits, ça va être une colonne sur les unités, une colonne sur les quantités, sur la localisation, l'état d'usure. Ça va être des liens vers des photos qui vont être importées automatiquement au moment de l'import dans la plateforme. Et puis, la seule chose qui est un petit peu spécifique, c'est justement de faire un copier-coller de l'identifiant du passeport associé au produit dans le tableau Excel, dans la colonne qui va bien. Désolé, c'est un peu long. Affichage. Bon, non, après, je vais passer aussi. Ouais. Ouais, donc, c'est des tableaux tout bêtes, le nom du gisement, donc la colonne sur les quantités, les unités, la disponibilité, éventuellement la date d'expiration, si un potentiel d'emploi ou pas, le degré de démontabilité, l'état d'usure, c'est quand même des informations qu'on trouve, c'est ça que j'appelle des informations de qualité. Un diag, bon, j'ai pas de photo, là, ici je n'ai pas de photo, donc comment je peux faire du remploi sans savoir ce que je vise. Si je n'ai pas l'état d'usure ou l'état de démontabilité, ça va être compliqué à distance de pouvoir me faire une idée de ce que je peux faire, enfin de ce que je peux vraiment en faire. Donc, évidemment, si je n'ai pas les unités, les quantités, la disponibilité, voilà. La seule chose qui est un petit peu spécifique, c'est ça, c'est l'identifiant du passeport. Vous voyez, et l'identifiant du passeport, en fait, il y a Nibori qui est un autre service, vous voyez, qui permet en fait de dire si par exemple chercher donc, un certain passeport. Oui, bon, je prends le premier. Hein. Donc, imagine que je veuille ça, ou je vais chercher peut-être des passeports génériques. Plus, comme je dis, c'est plus du bardage bois massif. Et du coup, je fais un copier-coller. Ici, je fais un copier-coller, un copier et un coller dans le tableau Excel.
Il y a plein de diagnostiqueurs qui font ça maintenant, ça pose pas de problème. Ça permet d'avoir la donnée de qualité. Il y a une norme de préparation. Alors, c'est donc Dominique. Dominique, je parlais d'outils tout à l'heure. Dominique, ils ont un bon outil qui s'appelle Akibo qui permet de faire ça. Donc, il y a une norme en préparation pour le diagnostic PMD pour cadrer les qualités des JAK. Très bien, tant mieux, il le faut. Et puis, quelles sont les filières de réemploi, typologie de produits qui fonctionnent le mieux sur Pierre et rassemblent le plus d'acteurs à l'heure actuelle? Alors, ça, je vous montrerai après, je vous en parlerai quand je parlerai de reporting. Parce qu'une fois qu'on a concrétisé le réemploi, sous forme, vous allez le voir, sous forme d'écosystème, derrière, comme on a plein de données dans les modules de reporting, c'est très facile de faire des filtres et de rechercher la réalité de ce qui se passe. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des typologies qui marchent mieux. Le bois, ça marche très bien. Les sanitaires, ça marche très bien. Les cloisons, quand on a le privé, ça marche très bien. Mais vous, pour votre gisement à vous, ce qui compte, c'est le besoin local qui est intéressé par votre gisement. Mais je vous montrerai un petit peu, si vous avez un peu de patience sur le reporting, oui, pour vous montrer comment on peut, a posteriori, savoir ce qui marche le mieux. Voilà. Je reviens un petit peu pour vous montrer, puisque on parle d'IA, donc vous voyez, ça commence par la data de qualité, comme je disais tout à l'heure, le plus nombreuse possible en termes de gisement, le plus nombreuse possible en termes d'acteurs. Vous voyez, par exemple, ici, donc là, vous avez ce qu'on appelle les responsables besoins. Ça, c'est ceux qui ont déclaré des besoins dans la plateforme. Vous voyez, donc il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a un peu plus de 700 aujourd'hui. Voilà, ce sont eux qui font le marché, ce sont eux qui font le réemploi. Et quand je dis eux, ça veut dire peut-être vous-même, bien sûr, ou vos prestataires à MO réemploi ou maître d'œuvre, mais aussi vos collègues. C'est-à-dire, si je suis bailleur et que au sein d'un patrimoine d'un bailleur, je vais avoir des architectes qui peuvent être intéressés éventuellement par ce qui est déposé dans un autre chantier du même patrimoine. Si on veut faire ce qu'on appelle du réemploi ex situ intrapatrimonial, c'est ce qui marche le mieux. Aujourd'hui, ce qui marche pas mal, c'est le in situ, mais en général, c'est quand même assez limité. Mais le ex situ, donc extra-patrimonial, c'est ce qui marche le mieux. Parce que vous avez la maîtrise entre l'amont et l'aval, le point de départ, le point d'arrivée, aussi bien d'un point de vue contractuel que dont vous disposez d'un côté qui peut être intéressant de l'autre. Je vais illustrer ça dans un instant, justement, pour vous donner un exemple. Mais ce qui est important, c'est ça. Donc, dans notre IA, donc, va faire, ici, va faire le lien. C'est très rapide parce que tout est indexé. En fait, c'est comme Google, on indexe les besoins et les gisements. Donc, on va voir voilà, qu'il y a le PCI, comme c'est Aglopol, qui recherche des lampes. Parfois, on recherche, nous, en fait, pour le compte d'ICF, ici, des ballons d'eau chaude. Beaucoup. Il y a des gens qui veulent des portes. Alors, ils ont un besoin ciblé. Ça c'est facile, ils ont spécifiquement ciblé. Mais l'IA va leur dire, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont un peu plus loin, mais ça peut t'intéresser. Et ça peut faire des écosystèmes potentiels. Bon, il y a des calculs on va dire, de match. Oui, des cas de forme qui est intéressé par des radiateurs et certain. Mais vous voyez, en fait, il y a quand même 10 pages de match donc, au sein de la mini-urbaine. Donc, pour dire en fait qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui peuvent se passer. Après, ça peut ne pas se concrétiser. Peut-être que la temporalité, peut-être la qualité du produit, peut-être qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le prix. Ça peut être compliqué. Donc, ça, c'est ce que génère l'IA et ce qui est visible d'empirer. Je dirais à quel rôle ça s'adresse. Là, si j'ai un rôle dit agent, si je suis celui ou celle qui a importé le JAK PMD ou qui gère les gisements pour le compte d'un chargé de projet. Donc, cette personne-là aura un rôle d'accès à la plateforme gratuite pour lui permettre de gérer les projets, les gisements de son maître d'ouvrage, de son chargé de projet, et est averti automatiquement tous les jours que par rapport à ces gisements, la personne A, par exemple ici, je parler de plomberie, voilà, il y a quelqu'un qui est intéressé, 59, et je peux du coup rentrer en contact avec cette personne-là, entre moi, donc qui propose cet appareil de plomberie, qui est issu du DAC PMD, et puis la personne qui a le besoin, qui est Lucas, donc de Demantec, qui est intéressé par récupérer, qui exprime son besoin. On retrouve le passeport
associé au produit. Le passeport suit en fait les gisements et les produits, c'est ça qui permet les calculs immobiliers et qui dit ben, moi je suis intéressé par 2 pièces, etc. Voilà, avec un certain nombre de vers l'achat ou don, je peux procéder à la dépose, etc. Et c'est là où vous pouvez commencer à discuter avec lui. C'est comme une espèce de bon coin, évidemment vous connaissez, mais intelligent au sens où vous êtes alerté des nouveaux gisements. Vous pouvez évidemment derrière faire des recherches en activant des filtres de distance. Voilà, là, je ne vais pas voir les mails, là, ici, vous voyez, j'ai 11 pages, je crois. C'est ça, 11 pages en fait de relations. Évidemment, si je mets, je pense qu'il y a 50 km, je vais en avoir beaucoup moins, etc. Et puis je peux voir ceux qui sont disponibles rapidement, être alerté des nouveaux besoins, etc. Donc là, je suis vraiment en fait, de certains points de vue, si je suis AMO réemploi ou maître d'œuvre en charge du réemploi, parce qu'on m'aura donné ce rôle-là, il suffit que le chargé de projet nous demande de vous ouvrir ce rôle-là, c'est gratuit pour vous, bah, du coup, vous serez notifié des besoins au sein de Pirée et au-delà, des personnes qui sont intéressées par vos gisements, et vous pourrez leur parler. Évidemment, donc, Lucas, de l'autre côté, lui, recevra donc si vous lui parlez, il recevra une. Voilà, il y a aussi il y a l'équivalent côté responsable besoin. Ouais. Donc, voilà, des ballons d'eau chaude, il y en a plein qui sont. Il y a ici un besoin en ballon d'eau chaude, il y en a pas mal qui sont disponibles, donc qui doivent être là aussi. Donc, le contact peut venir à l'initiative de celui qui a le besoin. En général, c'est ce qui se passe, plutôt que celui qui a le gisements. Et de la même manière, donc l'échange se fait, c'est là où vous discutez des conditions, etc. Et puis, une fois que celui qui gère les gisements pour le compte d'un bailleur, par exemple, du maîtrise d'ouvrage, que ça s'est fait, suite de discussion, ben, on peut, par exemple, enregistrer l'écosystème. On va dire, ben voilà, il y avait 2 pièces, ben, il n'y en a qu'une qui est partie. On a convenu en fait que c'était tel prix, c'est parti en fait aujourd'hui, et je vais le stocker, voilà, dans la différence qu'on appelle ressources managers, enfin différents responsables d'écosystèmes, des gens qui ont accès aux écosystèmes qui ont été créés, comme les Cominero, Valomat ou le ressources manager Pierret, qui vont voir l'écosystème et vous serez notifié de l'écosystème qui a été créé. Et un écosystème, c'est quoi? C'est ça, vous voyez. C'est là, si je vais voir les écosystèmes qui sont, ceux qui sont par exemple terminés, je vais prendre il y a des sous-systèmes. Par exemple, là, il y a Immobilier 3F. Vous voyez, ils ont 3 projets. Voilà. Le premier, vous voyez, c'est quoi un écosystème? En fait, c'est par exemple, ce qui peut être intéressant là. Voilà, par exemple, ici, je vais prendre des écosystèmes in situ, des emplois in situ déjà. Donc, du quart de corps qui a été réemployé in situ, des équerres, voilà, pas mal de quarts de corps, des panneaux de façade. Ah oui, ça, je trouve ça intéressant. Vous voyez, donc là, il y avait des panneaux de façade d'une entreprise qui s'appelle Carea. Voilà, il y avait un certain nombre de mètres carrés. Ils ont gardé 700 mètres carrés in situ. Voilà, ça a été stocké, déposé, stocké, reconditionné par GTL et puis par le fabricant. Et au final, en un clic, puisque j'ai les quantités et puis j'ai des passeports, vous voyez là, ici, par exemple, on a les informations carbone. Donc là, le CO2 évité, c'est le CO2 qui a été évité du fait de la non-faisabilité du panneau, de la non-refabrication d'un panneau, en y rajoutant par contre le CO2 généré par le transport ici. Et il n'y avait pas d'information sur le CO2 généré par du reconditionnement, du stockage et de la dépose, parce que les fiches de consommation n'existent pas. Pareil pour l'eau. Et puis là, c'est les économies qui sont générées du fait de ne pas avoir réacquis de telles façades. Et si je regarde je trouve ça intéressant sur ce projet-là, ils ont fait du ex-situ extra-patrimonial. Donc, toujours sur les dalles en question, sauf que là, elles sont parties, non pas in situ, on est dans le 14e rue Didot, elles sont parties en fait à Corbeil sur un autre site. Donc là, on attend, c'est en train de se faire parce que c'est une temporalité en fait différente. Et là, pareil, donc sur ce qui sort on a des statistiques en fait qui sont un peu différentes, des économies un peu différentes. Donc ça, ce sont le résultat finalement de ce qui s'est passé. Et on peut avoir ça de manière en fait, on va dire consolidée au niveau de chacun des chantiers qui sont empirés, des habitats 76, des ICF, etc. Oui. Donc, et on peut l'avoir aussi du coup de manière spécifique ou par année. On voit ce qui s'est passé en fait sur les années par
hors bénéfice, etc. Donc, là, c'est sur les années. Là. On commence à faire de l'argent. Enfin, nous, les gens qui sont concernés ont naturellement fait des économies des revenus, avec des filtres justement qui permettent justement de pouvoir faire les recherches qu'on parlait tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer. Dans un autre. Je vais vous montrer. Là. Alors, donc là, on est en mode observation, donc on a uniquement sur la partie des indicateurs sortants, donc tout ce qui a été fait. Et vous voyez là, du coup, on peut en fait avoir des fils qui nous permettent de pouvoir rechercher par passeport. Donc on peut avoir le détail de savoir si je cherche tout ce qui était en bois. En fait, ça c'est tous les produits avec les passeports identifiés ici, pour lesquels il y a eu des écosystèmes de réemploi ou d'upcyclage. Donc je peux m'intéresser uniquement aux charpentes, etc. Je peux aussi chercher par des catégories catégorie de produits. Donc, je m'intéresse à une photographie sous le plafond, l'angle de plafond. Donc, moi, j'en ai beaucoup, effectivement. Je peux m'intéresser aussi à ceux qui ont été effectivement réemployés in situ, etc. Vous voyez. Donc, on a toutes les stats qui sont liées à ce qui se passe sur le terrain, qui nous permet de pouvoir avoir aussi des retours d'expérience précis pour ajuster les choses. Voilà, donc si je reviens à ce que je vous présentais tout à l'heure pour terminer, prendre des questions, vos questions. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'on a finalement des offreurs et des repreneurs donc, qui sont notifiés et qui peuvent échanger et négocier pour pouvoir finaliser finalement des écosystèmes de réemploi ou de recyclage, si on parle plutôt de fabricants. Ces écosystèmes sont enregistrés et peuvent être déclarés dans la REP et au niveau Valvat. Ce qui est intéressant aussi dans une plateforme comme Clairé, c'est que si je suis chargé de projet, si je suis responsable programme, j'ai mon écran qui permet de pouvoir suivre en fait mes statistiques par projet, ou en tout cas pour les sites qui correspondent au projet qui me concerne moi, plusieurs, de voir en fait les gisements, comment évoluent les gisements en fait sur les sites. Quels sont les matchs que propose l'IA en fait semaine après semaine entre mes gisements et le marché. Donc ça me permet de voir finalement si mes gisements sont sexy. Ça me permet ici de voir est-ce que les gens qui ont été notifiés par l'IA, est-ce qu'ils se parlent ou pas? Donc là, vous voyez qu'ils ne se parlent pas. Et donc, c'est bien de dire, attendez, utilisez davantage la plateforme, parlez-vous davantage quand vous êtes notifié, discutez avec celui qui a le besoin, celui qui a le gisement, pour pouvoir en fait arriver à un compromis. Et puis derrière, en fait, les écosystèmes en fait, qui sont en cours, qui sont terminés. Donc, ça permet à un chargé de projet de pouvoir avoir une vision sans rentrer trop dans le détail, en ayant juste fait en sorte que les bons rôles soient distribués chez ces bons prestataires, donc chez le maître d'œuvre ou la MO réemploi qui fait du réemploi, chez des partenaires qui pourraient nous donner, qui sont intéressants en termes de besoins, peut-être in situ ou peut-être ex situ intrapatrimonial chez des architectes qui sont intéressants, etc. Donc, ça permet du coup de pouvoir, eux, d'avoir juste la vision, le cockpit qui leur permet de voir ce qui se passe, de voir normalement les gisements qui montent, puis ensuite qui diminuent, donc l'écosystème terminé qui augmente, et après de pouvoir faire une déclaration auprès d'une REP. Donc, il y a un tableau en fait, qu'on peut aller chercher pour déclarer auprès d'une REP. Je ne vais pas entrer dans le détail. On a des clés dans le livre qui permettent de dire en fait comment remplir les tableaux, le format des tableaux, où aller trouver le tableau pour ensuite déclarer auprès de la REP. Voilà, on peut m'arrêter là. C'était pour donner en fait une idée de ce que ça permet de faire en termes d'aspect de modèle économique. C'est complètement gratuit en fait pour toute personne qui va vouloir exploiter les données. Donc, qui va consulter la plateforme, qui va déclarer des besoins, qui va, en tant que ça a besoin, échanger avec des gens qui ont des gisements. Et par contre, en fait, les personnes qui ont des gisements et qui les déposent sur la mine urbaine sur Pirée, ça peut être des bailleurs privés, des bailleurs publics, des maîtres d'ouvrage, des collectivités, des entreprises, ceux qui sont intéressés en fait à ce que leur gisement trouve preneur. Là où il y a un abonnement de 2 € par an, et il y a un diagnostic PMD prolongement qui est inclus dans l'abonnement. Pourquoi? Pour permettre en fait de pouvoir
finalement sur les rails, surtout pour les nouveaux arrivants, voilà, le processus, en montrant la qualité attendue, les clauses techniques à utiliser, etc. Ça, c'est le premier que l'on fait nous. Et ensuite, derrière, ils peuvent s'adresser à qui ils le souhaitent, évidemment, en termes de diagnostiqueurs, pour pouvoir voilà, faire des diagnostics, mais selon une qualité attendue, pour que l'analyse soit de qualité, et que du coup, on puisse rentrer dans un processus digital qui qui produise des fruits et qui fasse qu'il y ait des matchs et qui fasse qu'on arrive à des écosystèmes de réemploi. Dernière chose, dernier slide qui me paraît important aussi, c'est de se dire un outil, ça ne suffit pas. Le mini urbain, ça ne suffit pas s'il n'y a pas une bonne distribution des rôles entre les parties prenantes et s'il n'y a pas des ponts qui sont faits entre les différents, on va dire, livrables qui sont livrés pendant la vie de la déconstruction, par exemple. Oui. Donc ça, vous reconnaissez voilà, les diagnostics PMD, gisements, les besoins, la mini urbaine, l'IA et puis les gisements, donc ça, on en parle jusqu'à présent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, je fais un diac PMD. On a vu qu'il fallait, grâce à avoir une sortie Excel, donc encore une fois, il y a des outils qui font ça très bien, donc en plus de mon rapport papier, si je puis dire, nous, en fait, on propose des annexes à réemploi qui sont annexées au PMD, qui disent comment, derrière, pouvoir entrer dans un processus digital. Donc, si je suis bailleur, que j'ai fait faire un diagnostic PMD, ben, il y a une annexe qui est associée au rapport PMD qui permet de dire voilà comment utiliser le processus digital, c'est 4 pages, hein, qui explique ça. Et on dit au maître d'ouvrage, par exemple au bailleur, donne-moi la liste de tes intervenants, ceux qui sont en charge de réemploi, pour qu'on leur donne les bons comptes. Par exemple, on va attribuer le rôle de gestionnaire d'agent, de gestionnaire de ton gisement, à ton maître d'œuvre, ton AMO réemploi, qui est en charge de répondre à des besoins en réemploi qui vont venir tout tiers. Oui. Si toi-même, toi-même, on va t'ouvrir en fait un compte qui te permettra d'avoir accès donc à cet écran dont je parlais, enfin, cet écran-là dont je parlais tout à l'heure, donc chargé de projet, qui permet de suivre, si on était juste pour suivre ce qui se passe. Et par exemple, ce qu'on fait dans Piré, c'est qu'on a ce qu'on appelle un resource manager qui est commun à tous les membres de Piré, qui de temps en temps fait des analyses, en fait, justement, des statistiques pour dire, hey, à la charge de projet, hey, c'est dommage, tu as des gisements, ça match au maximum, mais comme c'est le cas ici, j'ai pris celui-ci, il n'y a rien qui se passe. Ils ne se parlent pas. Les gens qui sont notifiés ne se parlent pas. Donc, est-ce qu'on peut faire une petite réunion, peut-être pour former, pour être expliqué, peut-être pour ouvrir le compte si le compte n'avait finalement pas été activé. Vous voyez donc, concrètement, pour connecter, articuler tous les acteurs pour que ça fonctionne bien. C'est ce que disent en gros cette annexe-là et c'est des intervenants, ça permet de distribuer ces comptes-là. Au niveau des besoins, là, c'est la communication interne au sein des propriétaires de ressources, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage et les bailleurs. C'est important, notamment pour le réemploi ex situ, intrapatrimonial. Le fait de dire, inscrivez-vous, dans des architectes, des maîtrises d'œuvre, etc., donc, qui sont en dehors de mon propre projet. Donc ça peut être fait par un référent Piré ou par une direction qui dit inscrivez-vous, regardez ce qu'on a, cherchez spécifiquement les produits qui sont déjà, par exemple, dans les écoles de Marseille dont je parlais tout à l'heure, en fait, ils travaillent sur. On va d'abord dans les écoles de Marseille, évidemment, pour faire du réemploi entre écoles. Oui. Mais il faut bien mettre les clauses aussi, CTP des réemplois qui vont bien, donc pour inciter, pareil, là c'est dans le portail que vous indiqué tout à l'heure, pour inciter les maîtres d'œuvre à mettre les bonnes clauses par rapport aux entreprises, ou pour mettre les bonnes clauses dans le CTP, parce que c'est des bonnes maîtrises d'œuvre. Donc, et puis, à la partie donc, les écosystèmes qui sont créés, donc soit en faisant l'enregistrement que je vous dis tout à l'heure, soit en faisant un import dans le tableau que je montrais tout à l'heure. Et là, ça permet aujourd'hui très facilement, en un clic, justement, de pouvoir importer vers les éco-organismes. Et encore une fois, il y en a qui vous demandent, ils ont deux approches différentes. Econiro dit, vous travaillez avec moi, je vous finance, donc déclarez dans Piré vos opérations de réemploi, institut, etc. Faites-le si vous êtes déjà abonné Piré à travers en faisant juste un transfert, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou en important, si c'est fait extérieur, le tableau de déclaration REP d'Econiro. Valvat, c'est un peu différent. Eux, ils disent, en fait, nous, ce n'est pas lié au fait qu'on finance ou pas, c'est à partir du moment où vous déclarez votre tonnage, nous, en fait, on vous reverse des euros. Donc, selon que ce soit catégorie 1, catégorie 2, 5 euros, 45 euros. Oui. Donc, il y a vraiment intérêt, en fait, vraiment à optimiser le réemploi, s'articuler, aligner les acteurs, avoir de qualité. Et c'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Je vous en parle dans la présentation, bien sûr. Et si vous avez des questions que je vais lire, je vais regarder.
Toujours lui, quelles sont les filières de réemploi? On a parlé. Ah oui, alors, est-ce qu'il y a des diagnostics autres que le logement offert? Je n'ai pas compris la question, lui. Est-ce qu'il y a des diagnostics autres que le logement offert? On va dire, est-ce que le diagnostic peut s'appliquer à autre chose que du logement? C'est ça. Si c'est autre chose que du logement, je dirais oui, parce qu'en fait, il y a une formule de conversion, logement surface qui est d'environ 60 mètres carrés. Donc, si ce n'est pas un logement, si on est dans le cas d'un, je sais pas, de bureau ou d'entrepôt, je ne sais pas quoi, donc on s'y dit en fait à la surface. Avec un ratio, c'est-à-dire si je dis 30 logements multiplié par les 60 mètres carrés, donc au-dessus de 1800 mètres carrés, pour faire 10 mètres carrés. Donc. Oui, c'est ça. Donc du coup, c'est du mètre carré. S'il n'y a pas du logement, qui unité qui aime bien les bailleurs, mais du coup, on est sur du mètre carré, donc c'est 1800 mètres carrés en l'occurrence. Environ, parce que c'est jamais 60 piles, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a paru clair? Alors, il y a beaucoup de choses. Ah oui, je vais juste montrer une dernière chose qui est rigolote. Je crois que vous avez toujours l'écran. C'est ce que notre lab est en train de faire. Et je trouvais ça rigolo, en fait. Je fais une petite vidéo qui dure moins d'une minute, où on est en train de faire de plus en plus d'apprentissage, en fait, à partir de tous les données qu'on récolte d'empirer. Et comme vous le savez, je parle à l'intérieur de quelques milliers, ou même dizaines de milliers de données, il faut au moins 50 000 données pour commencer un apprentissage, en fait. Donc là, bon, c'est notre lab qui s'occupe de faire de la génération de données synthétiques de qualité pour pouvoir nourrir les algos en fait intelligents. Donc ça, c'est ce qu'on va lancer en fait premier trimestre 2026. Je montre un petit peu. Donc là, typiquement, là, on passe beaucoup par les passeports. On a des algos et un degré d'apprentissage en fait qu'on est en train d'approfondir. Vous voyez ici ce que je vous montre en fait. Et là, bon, typiquement, voilà, je rentre en fait une recherche. Je veux des câbles. Je peux chercher des câbles électriques. L'IA va faire ces recherches pour identifier donc au sein de Piré tout ce qui peut exister comme câble électrique. Oui. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut faire de la recherche conversationnelle comme ChatGPT. Par exemple, je veux des tables en acier. Oui. Donc, voilà. Donc, ça va chercher avec des pourcentages de match. Et ça peut, comme dans le cas de ChatGPT, dire est-ce que tu veux pas en plus des plateaux en bois, etc. Donc, chercher des chaises. Vous voyez que ça marche pareil. Vous voyez qu'il y a encore de l'apprentissage à faire parce qu'il me sort en fait une table comme une chaise. Vous voyez, donc avec un pourcentage de match qui est important. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de données pour l'améliorer. Et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on peut aller même encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut dire, ben voilà, je veux en plus. Je vais parquer. Oui. Donc ça, c'est des choses qu'il va chercher d'empirer. Hein. Donc, on peut même faire de la recherche. Je peux dire, ben voilà, je voudrais meubler un espace de coworking avec des tables hautes, des chaises pivotantes, des étagères. C'est-à-dire qu'il peut carrément, en faisant une analyse LLM, hein, de ça maintenant, donc il va analyser finalement voilà, ma question, mon prompt, et derrière, en fait, aller chercher à constituer, pour gagner du temps finalement, tout un tas de produits qui permettraient de pouvoir qu'il s'agisse de chaises, de tables, etc., pour aménager, pour aménager mon espace de cours. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui grâce au passeport numérique, grâce à l'IA, grâce à l'apprentissage, grâce aux données qui sont empirées, complétées de données synthétiques, parce que comme vous l'avez sans doute entendu, aujourd'hui, même les chats GPT, aujourd'hui, ces opérateurs-là sont obligés de générer des données dites synthétiques, parce que toutes les données du web ont été consommées depuis mars de cette année. Donc, ils sont obligés d'aller chercher d'autres pour pouvoir en fait améliorer le algorithme. Petit aparté sympathique en matière d'IA qui nous ouvre des possibilités, je trouve, parce que ça permet justement de pouvoir nous sortir un petit peu de ce cadre où chacun travaille dans son coin de manière isolée et un peu artisanale, où il n'y a pas de continuité de données avec un processus digital, où il n'y a pas de la qualité de la donnée parce qu'elle n'est pas forcément conscientiser cette qualité-là, ou voire demandée par le donneur d'ordre. Donc, quand on a un contexte qui dit en fait la donnée doit avoir une vie, une continuité,
et qu'elle va être utilisée par différents algorithmes pour toucher différents acteurs qui vont pouvoir du coup discuter pour concrétiser le réemploi à moindre effort, ben, c'est ça que nous on appelle l'industrialisation du réemploi, et c'est ça qu'on appelle l'IA au service du réemploi. Voilà, voilà globalement. Est-ce que ça vous a paru clair? C'est un peu touffu, c'est riche. Il y a beaucoup de choses. C'est une vision vraiment qui est holistique, comme on dit. C'est-à-dire qu'en gros, pour que tout ça marche comme dans la nature, il faut fonctionner en écosystème. Il faut que chacun des acteurs et des ressources soient interconnectés, caractérisés, avec chacun leur rôle, pour qu'au final, ça crée de la valeur, notamment en matière en l'occurrence, de réemploi et d'économie circulaire. Très bien, écoutez, les 15 heures, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut en avoir, vous pouvez m'écrire vous pouvez aller sur piré@epsyclair.com si vous en avez pour les exprimer. Je vais vous envoyer la vidéo, je vais vous envoyer la présentation. Et encore une fois, n'oubliez pas, le but de Piré, vous avez vu son modèle économique, ce sont ceux qui, légitimement, qui la financent à un coût qui est très faible, on parle de 3 000 € par an. Plus un diag. Donc, contactez-moi si vous voulez mettre le pied à l'étrier sur eric@epsyclair.com. Mais vous avez vu, le but, c'est d'aider tous les autres acteurs, qu'on soit AMO Réemploi, maître d'œuvre, constructeur, bureau d'études, à faciliter la vie, leur faciliter la vie grâce à de la donnée et de l'intelligence qui est mise à leur disposition. Donc, c'est le fait d'être bien intégré dans la plateforme, revêtir, si je peux dire, un exosquelette constitue la plateforme et son IA qui permet de créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Et on en a besoin parce que c'est beaucoup d'efforts et il faut qu'on démontre en fait de plus en plus que le réemploi en fait est rentable et valable pour le bien de la planète et puis aussi pour sa satisfaction personnelle en tant que visionnaire et personne intéressée dans l'impact positif. Et bien là-dessus, je vous dis à bientôt. Restez au contact en fait sur LinkedIn. Écrivez-moi si vous avez donc des questions et je vous enverrai en fait sous peu cette présentation ainsi que l'enregistrement. Merci beaucoup.